Le point, c'est que t'as plein de vendeurs de formation, vendeurs de rêves qui te disent devenir rentier facilement C'est et quoi tout. vendre du rêve alors pour toi? Mais juste pour rejoindre ce que tu dis, je suis témoin du fait que j'ai vu beaucoup plus de gens devenir millionnaires en partant de zéro dans l'immobilier que tout autre secteur confondu. Quand j'ai démarré Mastéos, mon CAC tout compris c'était 1000 euros. Et aujourd'hui j'ai checké, on n'est pas loin, accroche-toi parce que c'est des vrais chiffres, on n'est pas loin des 20 000 euros tout compris. Si tu devais faire un truc qui crache 1 million par an net, là à 5 ans, à titre perso, je choisis la voie IMO. J'ai réussi à lever 1 million, puis 2, puis 5, puis 10, puis 50. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Le premier million est hyper dur à lever. Je dirais même le premier 100 000 euros, c'est mission impossible. Et après, tu rentres dans un track avec un effet boule de neige et tu fais pré-seed, seed, pré-série A, pré-série B, bridge, blabla. On était dans 3 pays, Belgique, France, Espagne. Et on a fait 1500 invests dans 182 villes. Donc on a couvert vraiment tout le spectre de ce qui est possible de faire en IMO locatif pour un particulier, quoi. Salut Thierry, bienvenue dans le podcast Les Leviers de la Liberté. Salut Thibaut. Je suis ravi de te recevoir. T'as fait la une un peu de l'actualité récemment, on en parlera. Je sais que t'es un passionné d'immobilier, donc je pense qu'on va avoir un échange super intéressant aujourd'hui. Juste avant de commencer, je te récapitule un peu mon audience, ce que je fais sur les leviers de la liberté. Je crée du contenu à haute valeur ajoutée pour aider tous les Français à faire le 0 à 1 million de patrimoine sans leur vente de formation. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'on envoie à fond de la valeur. Je vais te poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu ferais si tu redémarrais de zéro aujourd'hui, comment tu attaquerais le 1 million de patrimoine. Et puis, on rebondira aussi un petit peu sur tes actus, sur ton nouveau projet et peut-être un peu aussi des actus politiques en ce moment. Voilà, on va traiter un petit peu tous les sujets. Pour commencer, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Thierry, Vignal, Tada comme toi, troupe de l'attention. On a eu ce point commun avant l'émission et j'ai fait une école de commerce assez classique. Ensuite, je suis parti à Londres faire de la finance et au bout d'un moment, j'avais fait le tour de la salle de marché d'HSBC et je suis rentré à Paris. Je savais pas quoi faire de ma vie. J'avais pas accès au chômage en tant que ex-londonien, donc j'avais pas de revenus. En plus, j'avais pas épargné. Donc, je suis allé postuler au RSA, Porte d'Italie, en 2018, comme une daube. Et puis, j'envoyais mon CV à droite à gauche. Je trouvais pas de job. Je suis allé faire un stage d'observation dans une start-up d'immobilier à l'époque qui existe toujours, qui s'appelle Bivouac. Ok. Mais gratos, j'ai rencontré un des cofondateurs qui, on s'est un peu engueulé avec le management. On est parti au bout de 3 mois. Et donc, on se retrouve avec ce type que je connaissais pas, aéré dans Paris, à pas savoir quoi faire pour payer le loyer. Et on se dit qu'on va faire de l'immobilier parce que ça a pas l'air compliqué. Il faut un acheteur, un vendeur et un bien immobilier au milieu. Donc, on crée un site. On se met dans un bar du 10e, à l'étage à côté des toilettes. On crée un site et moi, je vais trouver des biens en province parce que c'était plus rentable pendant que lui essaye de trouver des clients en mode gros faker. Et on crée ça s'appelle Mastéos en 2019 pour aider les particuliers à faire de l'investissement locatif. Autant dire que c'est pas une idée révolutionnaire vu qu'il y avait déjà 10 boîtes comme ça. T'avais investissementlocatif.com, projetlocatif.fr, etc. Bon bref. Et première année, on fait 0 de chiffre d'affaires. 2019. 2020, on rencontre un peu de succès et on se met vraiment à accélérer. En deuxième partie, on fait 2 millions de chiffre d'affaires. 2021, on fait 6. 2022, on fait 20 millions. 2023, on refait 20 millions. 2024, on fait faillite. Et voilà, je sors d'une liquidation judiciaire post-crise. Donc, c'est un projet qui allait très vite. On est passé de 2 à 400 salariés en 2 ans et on a levé 65 millions d'euros, pareil, en 2 ans, pour finalement se prendre la crise et fermer la boutique. Enfin, ça existe encore, ça a été vendu à un groupe qui s'appelle Novaxia. Mais pour ce qui est de moi, je suis parti monter un nouveau projet. Ok, une sacrée aventure. Ouais, assez rapide, un vrai roller coaster. Dès le départ, quand tu avais monté cette aventure, toi, tu étais dans cette idée de faire un peu la course à la levée de fonds, de rentrer un peu dans ce système des levées, ou c'est parce que à ce moment-là, il y avait un momentum, on va pas se mentir, sur les levées de fonds et que tu t'es dit, voilà, je vais prendre ma part du gâteau ou Alors, j'avais pas du tout l'intention de faire ça. Encore une fois, j'étais à passer des calls à côté des toilettes dans un bar et je connaissais pas le milieu VC. J'avais jamais fait d'immobilier, j'avais jamais créé de boîte. Il s'avère que je suis arrivé dans un contexte macroéconomique assez favorable à l'immobilier parce que les taux étaient à 0, il y avait pas d'apport, le marché était inondé de liquidités, les fonds de venture capital qui investissent dans les startups avaient eux-mêmes plein de liquidités.
liquidité à déployer. Ouais. Donc c'était une période qui était plus facile que d'autres pour aller lever des fonds. Et à partir du moment où j'ai compris les règles de cet écosystème du venture capital, j'ai réussi à lever 1 million, puis 2, puis 5, puis 10, puis 50. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Le premier million est hyper dur à lever. Je dirais même le premier 100 000 euros, c'est mission impossible. Premier million, c'est l'Everest. Et après, tu rentres dans un track avec un effet boule de neige et tu fais pré-seed, seed, pré-série A, pré-série B, bridge, blabla. Et voilà. Donc, je me suis laissé happer par le vortex VC, qui est à la fois, qui permet de gagner un peu de temps, un peu comme les stéroïdes en musculation, tu gagnes 10 ans de basic fit, quoi. Mais le problème, c'est que tu te tues un peu la santé. Bah là, c'est pareil. Si tu lèves trop, et c'est ce que j'ai fait, c'est un peu des stéroïdes financiers. Ça fait que, on croît très vite, on embauche beaucoup, on a une structure de coût qui est grasse, on n'est pas très agile. Et au premier retournement de marché, on s'est fait massacrer avec 400 salariés, donc. Oui, parce que toi, de ce que j'ai pu voir, tu avais quand même internalisé un peu toute la chaîne de valeur, dans le sens où tu avais les prospecteurs fonciers, tu embauchais, je crois, même les personnes faire des travaux. Tu avais, je pense, des électriciens, des plombiers. Tu vois. Ouais. Donc, tu avais fait le choix de maîtriser toute la chaîne de valeur, ce qui est audacieux et ce qui aurait pu très bien fonctionner. Les crises, ça s'anticipe pas. Mais du coup, tu avais vraiment toute la chaîne panoplie de valeur, de services, quoi. Enfin, on avait une branche transaction, une branche rénovation, une branche gestion, et puis tout l'arsenal techno, financier, administratif qui est autour. On était dans 3 pays. On était dans Belgique, France, Espagne, et on a fait 1500 invests dans 182 villes. Donc, on a couvert vraiment tout le spectre de ce qui est possible de faire en immo locatif pour un particulier, quoi. Ok, cool. C'était quoi le modèle économique pour un client? C'est quoi, tu prenais un frais, t'avais un frais fixe pour gérer le clé en main? Tu sais, c'est assez classique. C'est comme une agence IMO, mais côté investisseur. Donc toi, si t'as la flemme d'aller acheter un appart sur le Vieux-Port à Marseille, tu viens me voir, tu me dis j'ai 200 000 euros de capacité d'emprunt, trouvez-moi un truc rentable à Marseille et nous on s'en occupe pour toi de A à Z et on te facture 5% du prix, donc 10 000 euros. Et c'est la banque qui les finance et c'est déductible et voilà. D'accord, ok. C'est pas très cher, 5% pour une chasse en soi. Je suis un petit peu plus cher. Pas beaucoup. Mais toi, t'es une star. Mais nous déjà, Non. c'était parfois perçu comme très cher. Et À 5%, c'était... Parce que c'est du boulot quand même de faire de ça. Enfin, moi, je le fais très peu. C'est un modèle économique que je regarde un petit peu de loin, des fois quand j'ai des demandes, etc. Mais je m'étais tout de suite dit que c'était un gros travail et qu'il fallait surtout pas faire la guerre sur le prix bas là-dessus. Et donc, j'ai pas de religion là-dessus. D'un côté, ça paraît, c'est quand même 10 000 euros, tu vois, dans l'absolu, c'est beaucoup. Et en face, nous, ça nous coûte bien plus cher que 10 000 euros. Hein. On burnait du cash, c'est pour ça qu'on levait des fonds. Donc en fait, c'est pas le juste prix. Ah ouais, je pense pas, ouais, aussi, ouais. Je pense que le juste prix là-dessus, il serait plutôt au moins à partir de 6,5, tu vois. En tout 7, cas, ouais. ce qui est sûr, c'est que la question, c'est est-ce que je me fais accompagner pour mon premier projet ou pas, sachant que c'est quand même un milieu où il y a pas mal de margoulins et il y a un niveau de défiance assez élevé en immobilier. Donc c'est assez raisonnable de se demander si on le fait soi-même ou on se fait accompagner. Le problème, c'est qu'en immobilier, une fois sur deux, on se plante, quoi, si c'est la première fois. En tout cas, dans le locatif. Il y a tellement d'occasions de se planter que, à la limite, tu payes pour pas te foirer, quoi. Oui. Et si ça foire, tu peux attaquer ton intermédiaire en justice pour peu qu'il soit solvable. Mais je veux dire, au moins, t'as quelqu'un contre qui te retourner, alors que si t'y vas toi-même, t'as que tes yeux pour pleurer. Et Dieu sait que j'ai vu des cas de foirage total où nous, on a pu prendre en charge en tant qu'intermédiaire quand ça foirait, mais quand les gens, ils vont tout seuls... Donc, c'était des personnes qui étaient plus sur le premier investissement, du coup. Donc, toi, tu dis le pain, c'est vraiment quand tu fais le premier. Au minimum, si t'es débutant, que t'as jamais fait un invest locatif, tu penses que c'est facile et qu'il faut voir un bien sur se loger, aller chez le notaire et prendre une boîte de travaux. En vrai, il y a 50% de chances que tu plantes. Enfin, moi, tous mes premiers projets, c'était foireux. Et à l'échelle des 1500 qu'on a fait chez Mastéos, on en a probablement 100 qui ont foiré, quoi. Je te donne une anecdote. J'ai un client un jour qui m'a doublé, donc je lui vends un appart et il me double. C'est pas grave, tu vois, mais genre, il va directement contacter le vendeur. Et il achète et il s'avère qu'il y avait un problème dans l'appart. Il y avait un défaut structurel et le sol s'effondre. Et là, il m'attaque, tu vois. Je dis, mais mec, si t'étais passé par moi, je t'aurais indemnisé, mais là, tu m'as doublé. Donc en fait, t'as que tes yeux pour pleurer, tu vois. Parce que nous, on aurait fait une inspection structurelle probablement, et si on l'avait pas faite, on t'aurait indemnisé pour ça. Donc voilà, à quoi sert un intermédiaire? C'est peut-être plus à éviter l'erreur déjà, à économiser un peu de temps. Et Mais tu faisais une étude structure pas toujours, mais évident. Je l'ai fait quand j'avais des doutes. Après, à minima, s'il se passe ce genre de problème, t'as des assurances. Ouais, où on indemnise, quoi. Donc bon, bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, la question, c'est est-ce que je passe par un intermédiaire, sachant que parfois t'en as un
un côté vendeur, un côté acheteur, ça en fait deux. Est-ce que c'est justifié? Moi, je pense que oui, au moins pour le premier. Parce que l'immobilier, c'est très, très casse-gueule. Ouais, t'as lancé du coup quand il y avait encore le différentiel aussi, je suppose. Bah, t'avais la méthode de calcul différentiel qui permettait d'en faire autant que tu voulais en théorie, parce que ton calcul du taux d'endettement, il se faisait par soustraction. Donc, si t'avais un projet locatif qui était autofinancé ou cash flow positif, et ben comme la soustraction de revenus locatifs moins coût locatif était supérieure à 0, elle ne venait pas empirer ton taux d'endettement. Le HCSF est passé par là et a changé cette soustraction en division. C'est le calcul classique du taux d'endettement, et les 35%, même si ton projet est autofinancé, ils vont impacter ton taux d'endettement et ta capacité d'emprunt. Donc maintenant, on peut plus en faire autant qu'avant. On n'a qu'une cartouche. Alors, il y a des solutions pour sortir de ça, mais c'est vrai qu'à l'époque du différentiel, c'était le Far West. Ouais, c'était plus simple, c'est clair. Comme on vient de le voir, l'investissement immobilier a le pouvoir de changer des vies. Et je suis convaincu que les effets de levier immobilier peuvent permettre à tous ceux qui sont motivés et ambitieux d'atteindre un patrimoine de plus de 1 million d'euros en quelques années, comme je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fondé le club Immopreneur. D'un côté, j'aide les investisseurs débutants à chasser des passoires thermiques rentables et autofinancées à plus de 7% de rendement. De l'autre, j'aide les plus confirmés à réaliser une construction de 2 petites maisons accolées de 75 mètres carrés. Cette technique peu connue permet de réaliser facilement un minimum de 100 000 euros de plus-value en une seule opération. La stratégie est la suivante. Acheter un terrain et construire en investissant 400 000 euros, puis diviser la parcelle cadastrale pour revendre minimum 500 000 euros. Pour y arriver, nous accompagnons les membres de A à Z, de la recherche du terrain, à l'obtention des financements, au plan de la maison, à la gestion des démarches administratives, jusqu'à l'obtention du permis de construire. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Toi, du coup, tu es quand même arrivé à un moment où il y a eu tripoté de lois qui sont arrivées. C'est surtout des taux d'intérêt qui étaient à zéro. Les taux d'intérêt, en fait, tout qui est tombé. À 99%, c'était parce que les taux d'intérêt étaient à zéro que j'ai pu exploser, alimenté par de l'argent de fonds de venture capital. J'ai quand même levé 65 millions d'euros, donc ça aide à accélérer. Après, pour les mêmes raisons, quand les taux ont quadruplé, la boîte a dû fermer, quoi. Okay. Enfin, revendu. Et on parlait juste avant, parce que tu sais que moi, du coup, j'ai fait beaucoup d'acquisitions de leads pour le compte des promoteurs. D'un œil extérieur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de startups qui ont vendu, tu vois, des BP en mode moi, je dépense X chez les GAFA, mon lead, il me coûte tant, je le descends sur un SDR, mon taux de closing, c'est tant, mon panier moyen, c'est tant, et puis on tire les Excel et on dit, si tu me donnes 1 million, je vais faire 10, etc. Est-ce que aussi, t'as pas eu... moi, je sais que j'ai été pas mal touché en tant qu'agence média par l'augmentation des prix de la publicité chez les GAFA. À l'époque où tu me parles, moi je sais que je faisais énormément de leads, ça coûtait très peu cher, il y avait encore peu d'annonceurs qui faisaient de l'acquisition de leads, et c'était une époque où il n'y avait pas eu les pompes à chaleur, il n'y avait pas eu l'isolation à 1 euro. Donc en fait, les gens, tu faisais pub, formulaire, boum, ça remplissait, c'était du bonheur. Est-ce que tu as été touché aussi par ce phénomène où avec l'isolation à 1 euro, les paquets à 1 euro, tout ça, les gens ont commencé à moins remplir les formulaires, à être beaucoup plus harcelés au téléphone? Moi en tout cas, j'ai ressenti que ça me compliquait beaucoup la tâche dans les CAC, les coûts d'acquisition. Ouais. Écoute, nous on a joué pas mal sur tout ce qui est autour de la pub, notamment la presse, la communication via des newsletters, une com un peu unique, un peu définanciarisée. On avait une approche assez quali là-dessus qui a plu au début. Indirectement, ça fait baisser le CAC. Le fait d'être très présent dans les médias et dans la presse, ça permet d'augmenter le taux de conversion, etc. Mais pour te donner une idée du CAC, et ce CAC, il va refléter l'état du marché, évidemment, parce que quand le marché baisse, le CAC augmente. Ouais. En ce moment, il y a de moins en moins d'investisseurs locatifs, donc le CAC, il est à des niveaux stratosphériques. Et pour te donner un ordre de grandeur, je raisonne CAC tout compris, c'est-à-dire pondéré du taux de conversion et des salaires des sales et compagnie. En gros, quand j'ai démarré Mastéos, mon CAC tout compris, c'était 1 000 euros. Donc pour avoir un client qui va jusqu'au bout chez le notaire, qui signe et qui me paye les 10 000 euros de com, fallait que je dépense 1 000. Okay. Donc je dépensais 1 000, je touchais 10 000. Il a monté avec les taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt montaient, moins j'avais de clients. Et ce CAC, il est passé à 2 000. Il est passé à la fin, quand j'ai commencé à partir en redressement judiciaire, il était à 6 000. Et aujourd'hui, j'ai checké, on n'est pas loin, accroche-toi parce que c'est des vrais chiffres, on n'est pas loin des 20 000 euros tout compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse boîte d'investissement locatif, pour avoir un client prêt à aller jusqu'au bout et à payer une com, elle doit dépenser 20 000 euros tout compris. Et alors mieux de me les donner, je gagnerais beaucoup plus d'argent. Ça
Ça inclut le salaire du sales, le taux de conversion, etc. Mais pour te dire, ça a fait x20. C'est ouf. Ça a fait x20 parce que notre marché de l'investissement locatif post-hausse des taux, il a été divisé par 20. En gros, il est à 0. Pour te faire très simple, en ce moment, le marché, il est dead. Ouais, c'est clair. Et pas qu'en France. Hein. En Europe, aux États-Unis aussi, tous les KPI du marché IMO sont à 0. Pour le locatif, pas pour le marché immobilier dans son ensemble, pour le locatif. Le rental investment est à 0. Ouais, les gens, ils veulent plus y aller, quoi. Je me suis lancé au mauvais moment, moi. Après, il est à 0 au niveau macro, mais toi, tu peux avoir identifié une poche de marché intéressante à ton échelle en micro. C'est tout le sujet. Et c'est pour ça que moi, je gagne beaucoup plus, contrairement à beaucoup de créateurs, moi, je gagne beaucoup plus ma vie en faisant de l'IMO qu'en vendant de l'investissement IMO. Faut toujours se méfier des gens qui vendent des formations parce que tu leur dis, c'est comme quand j'étais trader, je voyais plein de pubs de trading. Les gars, allez trader si vous êtes si bons que ça, vendez pas vos formations. C'est ça. Du coup, moi, je vends pas de formation et je trade de l'IMO. Et du coup, par contre, quand t'es investisseur en ce moment, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Moi, en ce moment, je kiffe. Pour aller chercher les rendements que j'avais à Roubaix à l'époque, maintenant, je sors plus de Paris, je les ai sur place. C'est génial. Ouais, en ce moment là, c'est top. Donc, du coup, j'essaye pas de vendre de l'investissement. Les gens se forment, m'écoutent, mais en fait, je vois bien quand j'ai les prospects au téléphone, ils attendent tous que les taux baissent, etc. Et puis moi, je suis là en mode, surtout pas. C'est maintenant, faut y aller. Moutonnier, tu fais comme Warren Buffett, t'es contrarian. C'est justement quand tout le monde s'en va qu'il faut y aller. En ce moment, c'est les soldes. Moi, j'ai des studios à Paris à 100 000 euros. Les gens hésitent. Attendez, les gars, on parle d'un studio à Paris à 100 000 euros. Il y a un moment, il faut se réveiller, tu vois. Parce que je suis parti dans la micro-surface et donc tu as des produits où aujourd'hui, à 100 000 euros, tu peux te loger. Tu es au SMIC, tu peux. J'en visite tous les jours. Ah oui, c'est fou. Ce matin, j'ai vu un 13 mètres carrés à 100 000 euros dans le premier. Il y a 2 semaines, j'ai vu 2 studios. Alors, c'est pas des produits, t'es pas à 4 mètres sous plafond, vue Place Vendôme et tout, mais c'est incroyable. Il y a 2 ans, il fallait débourser le double, voire le triple pour avoir ça. Donc, le marché, il s'est effondré. Et les rentas, en revanche, elles ont vachement augmenté parce que les loyers, ils sont capés, enfin en tout cas ils ne baissent pas. Et d'ailleurs, tous les gens qui ne peuvent plus acheter de la résidence principale, ils se reportent sur le marché du locatif. Donc c'est des locataires par défaut. Donc comme il y a moins d'achats, puisque les gens peuvent plus emprunter, l'immobilier à l'achat baisse, les prix baissent. En revanche, comme tout le monde se reporte sur la location, ça fait augmenter la tension locative à la hausse. Malgré le plafonnement des loyers, ça met une pression à la hausse sur les loyers alors que les prix baissent. Carrément. Donc, à Paris, les rentas remontent massivement. Et maintenant, à Paris, j'arrive à être autofinancé. Ce qui était absolument inconcevable il y a 1 an et demi. Ouais, c'est clair. Donc, mais c'est aussi pour ça un peu que je fais ce podcast, parce que c'est vrai que nous, comme on est dans le secteur, on sait qu'il faut acheter quand tout le monde veut pas acheter, mais c'est hyper compliqué de le faire comprendre, de rendre ça didactique, d'être contrarian. C'est pas naturel pour beaucoup de personnes. Alors nous, on est entrepreneurs, donc en fait, nous par défaut, on est contrarian sur tout. Donc pour nous, c'est limite un réflexe. Mais c'est vrai que t'as dit au début du podcast, je me suis lancé dans l'IMO parce que je trouvais ça simple, t'achètes un bien, etc. Moi, j'ai cette vision aussi que l'IMO en soi est un business plutôt simple, très accessible pour devenir millionnaire. Beaucoup plus que ce que les gens pensent. Ouais, alors ça, le point, c'est que t'as plein de vendeurs de formation, vendeurs de rêve qui te disent devenir rentier facilement et tout. C'est quoi vendre du rêve alors pour toi ? Mais juste pour rejoindre ce que tu dis, évidemment, faut se méfier de ces gens-là, tous les youtubeurs, les influenceurs qui te vendent du rêve sur l'immobilier. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune dans l'IMO. En off, je les connais, ils viennent pas parader sur YouTube, mais je suis témoin du fait que j'ai vu beaucoup plus de gens devenir millionnaires en partant de zéro dans l'immobilier que tout autre secteur confondu. Je suis carrément d'accord. Et donc, en fait, factuellement, c'est ce qui paraît être le plus communément faisable pour devenir millionnaire. Ça te rendra pas milliardaire. Pour être milliardaire, faut monter une grosse boîte. Mais il y a un moment, ça marche. Après, ça marche pas de la même manière qu'on te le pitch sur YouTube. C'est pas j'achète 10 immeubles à Saint-Étienne et à Maubeuge, j'ai plus rien à faire, ça tourne. C'est autrement, mais en tout cas, ça fonctionne. Ouais, c'est clair. Moi, tous les jours, via LinkedIn, j'ai des personnes qui prennent rendez-vous dans mon calendrier et qui me disent moi j'ai 40, j'ai 50 ans, j'ai 40, 50 lots. Tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent, qui ont 50 lots et qui alors que si tu dis ça, si tu dis ça à quelqu'un dans la rue, il te dit non, c'est les mythos sur YouTube. Non, en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont 50 lots parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste faut
faut se focus et faut écouter les bonnes personnes, mais c'est dur de 50 faire le kilos tri, sur quoi. 20 ans, Ça se fait. ça se fait. Bon, ça se faisait encore plus facilement. Ça se fait encore. Mais ça se fait encore parce que, en Et- fait, de toute et- façon, quand les taux sont hauts, les prix sont bas. Quand les taux sont bas, les prix sont hauts. Voilà. En fait, c'est tout le temps pareil, en fait. Moi, quand les gens me demandent, quand est-ce c'est le meilleur moment? Mais en fait, ça s'équilibre tout seul. Il n'y a pas de moment, en fait. Il faut le faire. C'était Tu- hier le meilleur moment, en fait. C'est ça. C'est tout le temps que tu peux faire des affaires. Mais c'est même encore plus maintenant parce que, Parce en que fait, les là, prix sont- on va acheter à prix saccagé à taux haut. Mais les taux, ça se renégocie, les taux, ça alors se que les prix, renégocie c'est très éternel. facilement. Ton point d'entrée, il est éternel. Et ça, les gens d'ailleurs, ils pensent que c'est compliqué, tu vois, de renégocier. Alors que quand tu l'as déjà fait, en fait, tu débarques à ta banque et tu dis bon, c'est simple. Moi, soit je vais dans la banque d'en face, maintenant qui me fait 1% de moins, soit tu me le renégocies tout de suite. Et en fait, tu signes une feuille, tu repars de la banque et la semaine d'après, ton taux il est renégocié, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Et Non, en mais fait, c'est tellement simple de renégocier un temps. En fait, tu peux pas perdre parce que quand ça monte, tu payes pas, et quand ça descend, tu peux renégocier. Donc, il y a une asymétrie là-dessus qui est favorable à c'est l'investisseur. Donc, il faut profiter d'un point d'entrée très bas dans le marché, qui est celui dont on jouit actuellement. Et le taux, ça se renégocie. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, tu vois, j'ai eu quelqu'un ce matin qui me disait au téléphone ouais, mais les taux, si c'est le RN qui passe, ça va monter. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que les taux pourraient remonter. Bon, moi, perso, l'économie, elle tourne déjà pas en ce moment, vu les déficits qu'on a, la perte de chiffre d'affaires pour l'État quand il n'y a plus de droits de mutation, quand il n'y a plus de gens qui font des transacts, comme aujourd'hui, parce qu'ils veulent pas aller réemprunter à 4 alors qu'ils ont un crédit à 1. L'État, il y a un sacré manque à gagner. Je vois pas vraiment comment les taux pourraient monter à 5 ou 6%, parce que franchement, l'économie française, elle tourne déjà pas très bien. Si, le problème, c'est que c'est J'ai pas du les- mal à visionner, moi. Mais C'est- il y a des gens qui ont cette théorie que j'ai au téléphone qui me disent ça pourrait monter. Moi, j'avoue que je vois plutôt les trucs descendre. Toi, t'en penses quoi, toi? Alors, c'est pas l'État qui décide, c'est les marchés. Et les marchés, ils vont pricer un niveau de taux en fonction du risque lié à la France. En l'occurrence, effectivement, si tu as un extrême qui passe en juillet, c'est pas bon pour les marchés. Et les marchés, ils vont refléter ça dans le spread de taux, dans l'OAT. Et là, on l'a vu avec la montée du RN et la dissolution. Le yield, le taux sur la dette française a un peu augmenté. Donc, ça montre que les marchés vont malheureusement refaire pression à la hausse, alors qu'on était sur une phase structurellement baissière qui avait été amorcée par Christine Lagarde. Là, on a un petit contre-courant lié à l'aléa politique qu'on vit en ce moment. Mais en fait, à mon échelle, moi, je suis revenu sur le terrain. Maintenant, je négocie pas mal d'apparts dans Paris. Il y a zéro offre en ce moment. Les super apparts que je vois, les agents me disent on n'a pas d'offre parce que tout le monde attend les résultats législatifs. Pareil, donc moi, en fait, je suis si moi excité en je ce tape moment. une offre, j'ai zéro concurrence. Donc tu Pareil. peux la faire à moins 20%, il n'y a personne d'autre. Je suis Donc, très excité par cette situation. Moi, donc j'adore. et donc les Pareil. vendeurs, ils te disent vous êtes la seule offre, c'était pas du tout le prix que je voulais le vendre, mais bon, il y a personne d'autre. Ouais, parce que les autres, ils attendent les résultats législatifs. Et ils attendront autre chose quand tu auras les Oui, résultats parce que législatifs. il y a 2 ans, les taux étaient à 0, je sais pas ce qu'ils attendaient, mais ils attendaient. T'avais même pas besoin de mettre d'apport, c'était autofinancé, la banque finançait même les frais d'agence, tout. Mais ils l'ont pas fait parce que les prix étaient un peu trop élevés. Maintenant, les prix sont hyper bas, mais bon, les taux sont à 3,5, ils pourraient être à 3. Ok. Et donc, en fait, on le fait jamais. Et en attendant, c'est quand même du loyer que tu encaisses pas parce que finalement, c'est la banque qui finance ton bien, c'est tes locataires qui remboursent ta banque. T'as plein d'emmerdes qui vont avec et ça, je te rejoins à 1000%. Et je suis pas en train de les nier. Mais si on prend un peu de recul, c'est quand même la seule classe d'actifs où tu fais financer l'actif par quelqu'un d'autre et tu le fais rembourser par quelqu'un d'autre. Modulo l'énergie que ça te prend en fonction de tes choix. Mais l'énergie, le ratio, on dit c'est pas passif, l'IMO, ça demande. Mais bon, en fait, moi je suis très pragmatique. Je regarde combien je gagne à l'heure. Quand je fais un bien immobilier, j'essaie de me dire, en fait, si je fais de l'IMO, faut qu'avec l'effet de levier, je gagne beaucoup plus qu'en vendant mes heures en tant qu'entrepreneur. Sinon, autant vendre du digital et pas faire d'IMO. Donc je fais vraiment gaffe à combien je gagne à l'heure. Mais on dit qu'il y a plein d'emmerdes, etc. Mais par exemple, moi, je rénove un corps de ferme tous les samedis. En fait, j'ai calculé combien je gagnais à l'heure par rapport à ce que j'ai créé en faisant les travaux, etc. Donc il y a des gens qui disent ouais, Thibaut, tu dis que tu gagnes plein d'argent, qu'est-ce que tu fous sur un chantier le samedi? Et ouais, mais j'ai calculé ma journée sur le chantier, elle me rapporte 1700 euros. Donc en fait, les gars, moi, les journées à 1700 euros, je les bosse, il n'y a pas de souci. Pourquoi elle te rapporte 1700? Parce que on fait vraiment du gros œuvre. Donc en fait, j'ai acheté un bâti pour 300 000, j'ai mis 400 000 euros de travaux. Donc tu vois, t'es à Et en le faisant toi, t'économises combien? 700, mais ça vaut 1,3 million à la fin. Ouais, mais Donc en fait, si tu fais les 700 000 que tu as créés, on est 2 et on passe 3 samedis par mois depuis 5 ans, et en fait, tu vois qu'à ta journée, tu gagnes vraiment bien. ok. Et donc, bon, ouais, il y a des emmerdes, j'ai dû apprendre le gros œuvre,
dû faire des toits, de la plomberie, de l'élec, machin. Ok, mais les gars, je vends quand même ma journée 1700, quoi. Donc, c'est pas mal pour, en plus, personnellement, triper. Parce que moi, c'est plutôt un kiff, comme je suis sur l'ordi toute la semaine, bosser un peu de ses mains et être un peu moins... Je suis d'accord. Et c'est le même c'est raisonnement sympa, quoi. sur les conciergeries Airbnb quand les mecs disent je suis rentier, je gère 5 Airbnb. Ouais, mais en fait, tu fais le ménage toi, donc en fait, t'es femme de ménage ou homme de ménage. Ouais. T'es pas rentier passif, quoi. Oui. Et j'ai tout le temps ces gens qui viennent me dire j'ai 5 Airbnb et je vis passivement de ça. Bah non, t'es tout le temps à devoir cleaner entre deux locataires parce que si jamais tu payes un concierge, et bah de toute façon, ça tue ta renta, c'est ce que tu disais Ouais, dans ton j'aime pas post. ce truc de passif. C'est pas passif. Marchand de biens, les gens, parce que marchand de biens, pour le coup, c'est un moyen de s'enrichir assez rapide, ultra risqué et tout. Mais j'ai vu plein de gens devenir millionnaires en étant marchand de biens. Et j'ai vu plein de gens se casser la gueule en étant marchand de biens. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est pas du tout passif. Alors oui, tu vas plus à la Défense en RER, bosser dans une salle moquette épaisse. T'es sur le terrain, mais je sais pas, c'est un arbitrage à faire, mais c'est pas passif. Il y a très peu de trucs purement passifs en IMO. Ouais, c'est clair. Mais après, soit il y a le truc, des gens ils disent tu vas être rentier, tu vas rien faire, tu vas toucher des loyers, et de l'autre, nous on dit c'est pas du tout passif, mais en fait, faut regarder l'entre-deux à l'heure. Est-ce que ça te convient? Si en fait, à l'heure, en faisant ça, tu gagnes beaucoup plus qu'en étant salarié ou en vendant de la prestat de service, faut le faire. Et donc, c'est quoi la meilleure stratégie pour une fois qu'on a tout couvert? Parce que moi, j'en ai vu plein aussi, t'en as vu plein. Ouais. C'est quoi ta conclusion? On peut les comparer si tu devais faire qu'un produit. Moi, ma stratégie, c'est que du coup, je m'adresse à des personnes qui ont fait plusieurs investissements locatifs et qui se disent justement, j'ai envie de vivre de l'immobilier et qui voient des trucs partout sur Internet. On me dit, fais plusieurs investissements locatifs, tu vas être rentier. Et en fait, moi, j'ai calculé, je me dis, voilà, si tu fais un investissement locatif, combien il te faudrait que tu passes de temps pour gagner 100 000 balles? Un truc assez simple. En fait, si tu, aujourd'hui, pour toutes ces techniques qui sont popularisées sur Internet, cash flow positif, pour moi, c'est principalement de la coloc, du Airbnb, de la Love Room. Il faut aller sur ces trois typologies de biens pour aujourd'hui faire du cash flow positif. Sinon, il y en a pas trop, à part peut-être faire vraiment du HLM, aller dans des trucs un peu, vraiment des logements, des endroits très risqués avec des loyers impayés, etc. Mais grosso modo, c'est beaucoup Airbnb, coloc. Peut-être même on peut rajouter co-living, il y a un peu moins de marge. C'est quand même plus compliqué de faire un vrai cash flow et d'en vivre. Et en fait, quand tu regardes le temps de gérance, de gérer ce bien-là, justement, quand tu disais tu deviens femme de ménage, en fait, j'ai calculé que tu dois y passer au moins, tu vois, je sais pas, un Airbnb, t'en as au moins pour 4 heures par semaine. Si, imagine que t'as des locataires qui changent tous les 2 jours, tu dois tout le temps envoyer des textos, t'as des locataires qui défoncent un peu le lieu, donc après t'es obligé d'appeler ton assurance, t'es obligé de faire du rafraîchissement, de prendre un artisan, t'es obligé de gérer la remise des clés, le gars il va t'appeler, etc. T'es obligé de gérer le ménage, la femme de ménage, c'est très compliqué, femme de ménage à trouver, que ce soit sérieux, etc. Donc, si tu prends 4 heures par semaine pendant 10 ans, imaginons tu exploites un Airbnb en cash flow positif pendant 10 ans, j'ai fait en fait 4 heures par semaine fois du coup ça fait 2000 heures. 4 semaines, t'es à 2000 heures. Ouais. Exactement. Et du coup, si tu prends 100 000 euros de fait en 2000 heures, tu fais 47 euros de l'heure. Ah, j'adore. Et donc en fait, moi je dis aux gens, en fait, vous m'appelez, vous êtes des CSP+, vous gagnez, vous facturez votre TGM à 800 balles et vous êtes en train de me dire que vous voulez faire de l'immobilier et gagner 50 euros de l'heure. Je comprends pas. Ne vous faites pas chier. Donc du coup, bon, après c'est pas ridicule, 50 euros de non, l'heure, mais c'est pas, mais non, c'est une bonne manière de le c'est pas ridicule, modéliser. Mais souvent, ceux qui investissent dans l'immobilier, c'est quand même plutôt ceux qui ont du reste à vivre, et ceux qui ont du reste à vivre, ils gagnent plutôt bien leur vie et ils sont plutôt pas très loin des 50 euros. Donc on peut vraiment se poser la question, est-ce que je vais faire de l'immobilier pour 50 balles de l'heure? Et après, je leur dis, si vous sous-traitez une conciergerie, etc., ok, mais là, le rendement qu'on vous promet sur Internet et le cash flow positif, il y en aura quasiment plus. Donc là, à l'heure, vous avez peut-être gagné 25, mais vous ferez rien, donc c'est pas mal. Et moi, du coup, mon point de vue, c'est si tu veux vivre de l'IMO, soit tu montes une boîte dans l'IMO, ce que t'as fait. Ça a pas marché, donc c'est un mauvais exemple. Ça remarchera peut-être. Et sûrement. Soit tu deviens marchand, t'en parlais juste avant, soit tu deviens promoteur. Moi, je le vois un peu comme ça. Ok. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai envie de vivre de l'IMO, je vais où? Bon, monter une boîte dans l'IMO, je suis en train de le faire. Ça fait partie des possibilités, mais monter une boîte dans l'IMO, c'est plus quand tu veux être milliardaire ou rien. Moi, je suis plutôt, je veux 100 millions, à coup sûr, que milliardaire ou rien. C'est bien, c'est raisonnable. De base, c'est plutôt ça. Ensuite, tu m'appelles. N'oublie pas que j'étais là au début. Hein. Ensuite, t'as marchand. Et marchand, j'en ai rencontré beaucoup. Il faut être tous les jours sur le terrain. Il faut entretenir un réseau d'une centaine C'est un délire, les marchands. Pour faire 2 OP par an. Ouais, j'en connais beaucoup. C'est incroyable, les marchands. Déjà, ils ont jamais de cash parce qu'ils réinvestissent tout. Ouais. Donc, à chaque fois que j'ai avec un marchand, sa carte, elle passe pas. Et alors que le mec, il a genre 10 millions d'encours. Et en fait, comme ils réinvestissent tout, ils ont jamais de cash. Tu vois, dès qu'il y a 1 euro qui passe sur leur compte, ils mettent du levier et ils vont faire une opération. Et ils sont tout le temps sur le terrain. Il y en a 1 sur 2 qui a pas son bac et c'est très bien, mais ils sont sur leur scoot et
les visites et Ouais. tout. Et en fait, ils ont du blé, mais ils ont pas le parcours académique qui normalement va avec ce niveau de fortune. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui passent de 0 à 1 million hyper rapidement, mais il y en a beaucoup qui à 1 million réinvestissent tout et t'as que 20% d'apport. Donc en fait, il faut faire une opération à 5 millions quand t'as 1. Ouais. Et du coup, c'est l'opération de trop parce que ça devient trop complexe pour ce que t'es capable de faire. Et c'est l'opération qui les fait planter, ils repartent de zéro. Et c'est ce que me disait Eric Ouais, Weiss. il y en a beaucoup qui. Eric Weiss, le président de la Fédération des marchands de biens que je salue, et il me disait, en fait, le 0 à 1, j'en vois plein. Et à 1, ils font l'opération de trop, ils repartent à 0. Et c'est... J'ai beaucoup entendu ça. Ouais. Je suis d'accord. Du coup, marchand, je dis aux gens, voilà, marchand, faut être un peu foufou, c'est peut-être pas votre style, quoi, grosso modo. Et après, promotion en soi. Promotion, du coup, comment faire petite promotion pour y aller tranquillement, vivre de l'immobilier et pas tout de suite, voilà, on va pas faire un immeuble, on parle pas de faire un immeuble. Je me dis, est-ce qu'on peut faire une petite promotion? C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'on peut pas commencer par une petite maison? On en fait juste une, ou alors on en fait deux sur un terrain îlot. Et je me dis, une maison, tu commences à acquérir des compétences vraiment transversales parce que tu dois savoir gérer de la prospection foncière, tu dois savoir un bon business plan, tu dois avoir des bons sous-traitants de construction. Tu dois piloter ton chantier, soit en AMO, soit en maître d'œuvre, peu importe. Et ensuite, tu acquiers aussi des compétences de commercialisation, parce qu'à la fin, le bien, il faut le vendre. Et donc, moi, mon point, c'est de dire, c'est une bonne étape pour pas tout de suite aller sur du marchand, mais peut-être faire, par exemple, 2-3 coups en RP. En France, on a un truc, on peut gagner de l'argent sans payer d'impôts. La RP, honnêtement, c'est la plus grosse niche fiscale de France. Et oui, faites des coups en RP avec des baraques. Et moi, c'est ça que je dis, en fait. Bien sûr. Faites 2-3 coups en RP, et en plus, ça fait le track pour devenir marchand. Exactement. Parce que quand on veut il est devenir transférable marchand, ou pas? Ouais, je m'en suis bien sorti. Il regarde, ouais. J'ai beaucoup de potes marchands qui m'ont dit, fais 2-3 OP en résidence principale, ramène les business plans de l'OP, montre que tu as été capable en RP de faire une plus-value, de piloter le truc, et ensuite les banques de marchands de biens te prêteront. Donc moi, je dis aux gens, alors je sais que tu parlais d'Eric, lui, il va dire, si on peut se lancer marchand, etc. Évidemment, mais il défend son truc. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être une petite étape entre les deux. Et pour avoir rencontré beaucoup de marchands, beaucoup de marchands ont fait beaucoup de coups en RP. Bien sûr. Pour se constituer leur capital de marchand. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, moi, je vais me positionner sur ce. Voilà. Donc, et moi, je suis en plus, tu profites. Tu vas à Paris. Là, en ce moment, c'est les soldes. T'achètes pas cher un bien en ruine. Tu le retapes. Faut que ça soit une ruine. Du coup, pour faire une plus-value, faut faire gros travaux ou construction. Ah oui, bien sûr. Voilà. Moi, en RP, c'était que des ruines en succession. Faut chercher. Il faut passer un peu de temps. Faut en visiter beaucoup. Tu regardes. T'as ton prix moyen, meilleurs agents en tête. Tu vas taper la fourchette basse, meilleurs agents. A priori, c'est qu'il y a un défaut sur le bien, mais t'en fais ton affaire, tu rénoves, tu vis dedans, tu kiffes, tu revends, voilà. Donc ça, c'est un chemin assez simple pour s'approcher de ce target de 1 million en partant de, voilà. Tu confirmes que c'est une bonne, c'est un bon chemin? Je peux pas balancer l'info trop perso parce que j'ai quand même un paquet de créanciers aux trousses, mais disons que je connais des gens qui sont passés, qui en partant de zéro sont arrivés à 1 million en RP. Ouais, ça se fait super bien. Ça n'est pas moi, mais j'ai des gens autour de moi. Non, ça se fait très bien. Je pense que c'est sous-coté, la RP. Gagner de l'argent sans payer de TVA et d'impôts, c'est quand même magnifique, moi, je trouve. Ouais, alors c'est pas l'objet, on s'est compris, mais et puis. Après, moi, je dis pas qu'il faut le faire 100 fois. Moi, mais de toute façon, 100 fois, c'est un abus de. Déjà, bien, 100 fois, c'est un abus. Par contre, ce que je dis, c'est que tu peux le faire 1, 2, 3 fois sur 10 ans. Voilà, c'est pas un abus de toute façon, en moyenne, on reste 7 ans dans un logement. Donc, je veux dire, en 15 ans, au lieu de le faire 2 fois comme quelqu'un qui n'a pas le mindset investisseur, si tu as le mindset un peu investisseur, tu peux commencer à pousser, tu vois, à 3 fois, tu vois, déjà. Tu peux être un peu plus agressif. Tu vas te faire redresser par le fisc, dire des non, choses comme ça en live. Alors moi, je peux le dire facilement. Moi, j'habite depuis 7 ans dans un appart et j'ai jamais fait une plus-value en RP. D'accord. Donc, vas-y, sors. Du coup, moi, ils peuvent venir me voir, il n'y a pas de souci. Par contre, là, je vais sûrement en faire une, mais je vais habiter dedans et j'ai envie de l'habiter un moment. Et puis voilà, en fait, on a le droit, quoi. Alors, c'est vrai que... J'en ferai pas... là, moi, tu vois, ça fera 2 reventes peut-être en 10 ans, tu vois. Ouais. J'ai le droit de faire... C'est une stratégie. Ça va, tu vois, c'est pas énorme. Tu as évoqué la stratégie de la promotion immobilière. On va pas non plus balayer d'un revers de main l'investissement locatif traditionnel. Moi, personnellement, je pense qu'il reste encore des poches, des endroits où tu peux quand même faire des bons coups, version LMNP classique, sans partir sur de la promotion du marchand de biens. Ok, et du coup, dis-moi. La canne à pêche, dis-moi. Je t'attends la question. Non, mais si tu veux, t'as une idée en tête, je le vois. Oui.
Mastéos, on a fait 1500 invests, donc je vois à peu près ce qui fonctionne pas. J'en parlais à mon copain de chez Beanstalk Fitoussi qui était arrivé aux mêmes conclusions que moi. Bah déjà, le problème d'investir loin de chez soi, même en étant accompagné, c'est qu'on se retrouve dans des endroits qu'on connaît mal. Et autant peut-être qu'il y a des super coups à faire à Roubaix, autant si t'es parisien et que tu connais pas Roubaix, la probabilité que tu finisses dans la mauvaise rue, elle est assez forte. Et donc ta coloc d'étudiants de l'EDEC à Roubaix, ça marche sur Excel, ça marche pas en vrai parce que tu vas juste mal acheter. Il faut être du coin. Pour moi, l'immobilier, c'est du local. Alors là, donc, je suis carrément d'accord. Voilà. Donc Là, fais du local. Là-dedans. Moi, je suis parisien. Et s'il y a un truc que j'ai compris en 4 ans à aller dans 180 villes, c'est que je suis nul à titre perso si c'est hors de Paris. Donc, me demandez plus d'investir au Havre ou à Saint-Étienne ou à Marseille. Je ne sais pas faire. Je suis excellent sur Paris et je vais me concentrer sur Paris. Deuxième chose que j'ai retenue, c'est que l'immobilier, c'est hyper stressant. Il peut t'arriver plein de trucs atroces. Moi, j'ai des traumatismes. Et il y a une manière d'éviter ça, c'est de faire petit. Donc maintenant, moi, je fais du pari petit parce que ça se finance bien, c'est liquide. Et qu'est-ce qui est petit? Bah, les petites surfaces. Et donc, je fais plus que du micro-studio parisien en moyenne durée parce que je pense qu'il faut pas vivre 3 ans dans une petite surface, mais c'est bien quand on est un étudiant de passage ou quand on est en déménagement et il y a ce marché de la moyenne durée qui commence à émerger. En bail, mobilité, il y a d'autres types de baux possibles, mais en tout cas, ma conviction, moi, et c'est la même que toi sur le foncier, c'est qu'il faut augmenter l'intensité d'usage de l'immobilier et que sur des villes où tu as une pénurie de logements comme Paris et tu peux plus construire en horizontal ni en vertical, ta seule manière de solutionner la crise du logement, c'est d'augmenter l'intensité d'usage, de diviser, de réhabiliter les petites surfaces, de leur redonner des lettres de noblesse. On a toute la mode du tiny house, des camping-cars de luxe, des wagons-lits de l'Orient Express. Tu as plein de cas de figure où tu peux faire du très luxe dans un petit espace. Tant qu'il reste 1 mois ou 2, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu appelles du luxe? Parce que je vois beaucoup d'investisseurs sur Paris me dire moi je fais du luxe, etc. C'est toujours difficile parce que c'est quoi le luxe? Alors, c'est une excellente question. Le luxe, tu as une boîte qui s'appelle iStay, par exemple, qui loue des logements de luxe. Et c'est 7 000 € du mètre carré en rénovation en moyenne, un logement iStay. Et toi, c'est ce que tu fais, ça, vraiment? Non, d'accord. Mais en tout cas, ma définition du luxe, il faut la quantifier. À Paris, c'est 7 000 du mètre. Tu vois. Donc, ah oui, donc là, ouais, c'est du luxe. Ouais, c'est du marbre. Et c'est les architectes qui font ça. C'est impressionnant, tu vois, t'as des encadrures de lits avec du cuir, de la pierre, du marbre, c'est dingue. En vrai, j'adore ça. Mais le défi, c'est d'arriver à mettre du luxe à un prix abordable dans des petits espaces. Parce que tu vois, une chambre d'hôtel 4 étoiles, finalement, à Paris, tu regardes, j'ai 3 hôtels en tête qui sont 4 étoiles et t'as des chambres qui font 12, 13, 14 mètres carrés. Bah, les chambres de bonne que t'as, elles font 12, 13, 14 mètres carrés. C'est pas un problème de surface, c'est un problème de ce que tu mets en réno. Donc moi, j'essaye de concevoir des manières de réhabiliter les petites surfaces qui donnent un aspect luxe un peu à la iStay, mais avec des hacks que je vais chercher. Tu mets quoi en termes de matos et tout? Moi, bien sûr, il y a plein de hacks. Si tu vas voir les cabines de yacht, ils ont trouvé plein de trucs incroyablement innovants pour donner un aspect luxe. Bah, par exemple, tu as les mêmes cabines dans la plupart des yachts, tu as les mêmes cabines que dans les hôtels F1 ou Ibis. C'est des douches prémoulées, cabines de douche, je voulais dire. Elles sont prémoulées. Et le seul truc qui va donner un effet luxe à une cabine de douche Ibis F1, c'est le revêtement que tu vas mettre dessus. Si t'as un revêtement en bois et ça coûte pas très cher, ou mettre des LED, tu vois, t'as plein de petites techniques où t'as du trompe-l'œil qui donne l'impression que c'est du travertin. Tu peux avoir des revêtements de deck de yacht qui sont finalement des rouleaux qui donnent un aspect luxe au toucher et visuellement. Et donc t'as plein de hacks qu'on va chercher dans les tiny house, les camping-cars, les wagons-lits de l'Orient Express, les cabines de yacht et qu'on met dans les micro-espaces pour les réhabiliter, recréer du logement et augmenter l'intensité d'usage immobilier. Donc je pense que le micro-logement moyenne durée, c'est mon nouveau projet. Et c'est assez rentable. Il y a un petit côté utile pour la crise du logement. Et en fait, comme c'est autofinancé, tu peux créer un véhicule qui en fait plusieurs à la suite et te constituer ta petite foncière. Et là, il faut passer du département bancaire perso à pro. Et en fait, c'est ça la clé post-calcul différentiel, post-HCSF. Si tu veux faire des grosses foncières personnelles, il faut très vite professionnaliser ton véhicule et passer en département pro, donc faire une SAS, avoir des bilans comptables et raisonner comme un pro avec un véhicule, une entreprise qui peut devenir autonome financièrement et des projets autofinancés. Et tu conseilles quoi en termes de structuration quand on est à cette étape? SAS, du coup Je conseille toujours de faire en premier projet du LMNP, option forfaitaire, option
réelle, c'est encore mieux. Et puis très vite, bon ça c'est pour les premiers projets, et puis très vite tu deviens adulte et tu as des ambitions patrimoniales un peu plus ambitieuses. Et là, SCI à l'IS, ou alors si tu veux faire du marchand de biens, ou tu veux vraiment donner un aspect professionnel et institutionnel à ton véhicule, tu vas aller sur de la SAS immobilière. SAS immobilière. Ouais, enfin l'objet social. Avec un objet social immo. Ok, ouais, c'est intéressant. Et tu rénoves à combien du mètre carré sur ces logements-là? Tu vises quoi du coup? Là, tu m'avais parlé de 7000. Mon défi, c'est d'arriver à 2000 du mètre. Okay. Ça paraît beaucoup pour certaines personnes, mais il faut savoir aussi que sur les petites surfaces, c'est pas énorme. Hein. Mon corps de ferme, en faisant tous les travaux moi-même, nous, on fait du gros œuvre après, mais on est vite à 1000 euros hein, en matos. Il y a vraiment une incompréhension générale sur le coût des travaux. Les gens disent 1000 euros, mais vous êtes dingue, 2000 euros, 3000. En fait, il faut savoir déjà que ça inclut la rénovation énergétique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de linéarité parfaite. Évidemment, si tu rénoves ton 301e mètre carré, le 301e mètre carré n'a pas le même coût marginal de rénovation que le 10e sur une chambre de bonne. Tu as des coûts qui sont incompressibles. Donc, en fait, le raisonnement, il est compliqué à saisir. Mais les travaux, ça coûte très cher. Ça coûte entre 1000 et 2000 euros du mètre. Et ça, il faut le retenir. Je vais essayer de meubler un peu. Les travaux, ça coûte cher. La rénovation énergétique, faut pas en avoir peur. Du coup, tu as des conseils, tiens, travaux, parce que moi, je suis vachement travaux, vu que tu en as fait beaucoup, etc. Pour ceux qui nous écoutent, faire le 0 à 1 million, moi, je fais de la construction, mais la plupart des gens, ils vont devoir passer par la case travaux. Est-ce que tu as des, je sais pas, trois conseils travaux pour pas se planter quand t'es débutant, etc., ce genre de choses? C'est parce que j'ai un physique de plaquiste que tu me dis ça. Je sais même pas changer une ampoule. Tu fais pas de travaux du coup? Si, en vrai. Mais si. du coup, t'as du recul sur le travaux. À force on a fait 900 chantiers, à force, j'en ai vu un paquet. Donc, je mets pas. Moi, je suis vraiment trop nul, mais j'assiste à ce qui se passe. Faut pas en avoir peur. Et il faut tout décarcasser. Enfin, moi, maintenant, je raisonne pas, je fais pas de demi-mesure. C'est-à-dire que j'arrive, je casse tous les murs qui sont pas porteurs, je gratte tout, je gratte le plafond. Okay. Moi, j'ai gratté chez moi les murs, j'ai vu qu'il y avait de la brique et j'ai laissé la brique. Ça fait un petit style Brooklyn qui est incroyable. J'ai gratté le plafond, il y avait des poutres, j'ai laissé des poutres. Mais il faut partir de zéro. Tu remets tout à nu, quoi. Ouais, tu remets tout à nu, tu fais un ragréage, tu refais couler une chape, tu remets tout nickel et faut pas les faire à moitié les travaux. Ok. Ouais, maintenant, tu laisses pas pourrir des trucs derrière le mur sans t'en être aperçu, quoi. Ouais, non, mais les travaux, c'est tellement chiant, faut y aller un bon coup une fois et ça se finance bien, ça génère fiscalement, c'est intéressant, enfin, faut y aller. Et faut pas en avoir peur et il faut juste être bien accompagné. Comment ça marche Tu vois, moi, je suis pas encore passé en SaaS, tu vois, pour faire de l'IMO. Comment ça marche quand, fiscalement, est-ce que tu as des conseils aussi sur quand tu fais des OP en SaaS? Enfin, moi, c'est des questions que je me pose. Comment je vais être mangé comment, niveau fiscal, en SAS IMO, quand je vais en faire SaaS, du pro Pookie dans le SaaS, bla 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 bla, Pookie. Thibaut dans le SaaS. En SaaS, tu fais de la... Enfin, de toute façon, les travaux, soit tu génères du déficit foncier avec. Ça, c'était le régime plutôt de nos parents, de nos grands-parents. C'est plus trop à la mode de faire du déficit foncier. Ça se fait encore, mais c'est les locations nues. Donc, tu fais des travaux en location nue. Tu as du revenu foncier et ça peut impacter ta propre imposition personnelle. Et donc, tu as une économie fiscale. C'est ce qu'on appelle le déficit foncier. Je mets ça de côté. Sinon, ça génère de la matière amortissable et donc de la matière déductible. Par exemple, si tu fais 100 000 euros de peinture, c'est amortissable sur 10 ans. Donc, tu divises 100 000 par 10 et ça veut dire que tu as 10 000 euros de matière déductible chaque année. Donc, si en face, tu avais 10 000 euros de loyer, 10 000 moins 10 000 égale 0. Donc, tu déclares fiscalement, tu as une imposition à 0. Ouais, parce qu'en fait, sur les SaaS, tu as des grilles d'impôts en fonction de chaque, je crois, corps d'État. Tu as des amortissements différents. C'est ça. Donc, des fois, c'est 5 ans, des fois, c'est 7, des fois, c'est 10. Ça, ouais. Sur les petits meubles, c'est 5 ans. Sur la peinture, je crois que c'est 7 à 10. Et puis après, sur les gros œuvres, tu es à 15. La plomberie et tout, tu es à 15. Et le bien lui-même est amortissable. Et ça, c'est sur 30 ans. Modulo la part de terrain, etc. Mais c'est ton comptable qui verra ça. Tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu sois en LMNP ou LMP option réelle, en SCI LIS, en SAS, tu vas, avec les travaux, générer une matière déductible qu'on appelle l'amortissement, qui s'amortit sur des durées plus ou moins longues, mais pour les travaux, c'est souvent sur des durées courtes. Et donc, ça vient très vite écraser ton revenu locatif fiscalement pour le mettre jusqu'à 0 et pas payer d'impôts pendant la durée de vie de ton investissement. En LMNP, cet amortissement qui t'a permis d'écraser ton revenu, il est pas repris en sortie et c'est pour ça que tout le monde adore le LMNP. Parce qu'en général, ce que tu as amorti d'un côté, c'est réintégré dans le calcul de ta plus-value en sortie. En LMNP, non. C'est pour ça que c'est une martingale. C'est pour ça que l'Assemblée nationale veut y mettre fin.
Mais en SAS, tout ce que tu as amorti pendant la durée de vie du bien et qui t'a permis de pas payer d'impôts ou très peu sur tes revenus locatifs, c'est repris en sortie et donc ça fait un peu plus mal sur la note en sortie. Parce que du coup, après, quand tu vas te verser du revenu sur la SAS, plutôt dividende après en IMO, c'est quoi le. Ouais, j'ai jamais vu ce cas de figure. Moi, si Tu verses parce qu'en SAS, t'es soit salarié, soit tu le verses en dividende. Ouais, tu le verses en dividende. Non, je dis j'ai pas vu ce cas de figure parce qu'en fait, l'IMO, c'est tellement du long terme. Ouais, moi, je suis dans le game depuis 4 ans. Donc en fait, je suis jamais arrivé au moment où le type il va closer sa SAS et récupérer le pognon. D'accord. En général, c'est des gros gâteaux. Tu capitalises. C'est ça. Tu vois ton gâteau grossir. Entre-temps, tu te fais renverser par une trottinette et ça passe à tes enfants. Mais en général, le gâteau, il est jamais mangé, quoi. C'est un truc que tu vois grossir. C'est intéressant pour ceux qui nous regardent parce que je pense que du coup, avec le HCSF, tout ça, de plus en plus maintenant, ceux qui veulent atteindre, je pense, la tendance, c'est que pour aller faire des patrimoines de 50 lots, etc. Avant, on pouvait le faire en perso et maintenant, il va falloir le faire en pro. Ou en RP. C'est la grosse diff. Mais il y a toujours des opportunités, mais il faut passer pro. Maintenant faut devenir, j'appelle ça immopreneur. Maintenant, il faut entreprendre. On peut plus. Avant, on pouvait rester investisseur, avoir des trucs en location nue, avec du rendement, sans trop de gestion, sans passer pro. Maintenant, voilà, un peu plus de gestion, un peu plus de risque, et il faut monter des tôles. Mais ce qui est bien, c'est que le prix de gestion d'une tôle, par rapport à avant, il s'est vachement écrasé avec toutes les startups pour gérer la comptabilité d'une SCI. Maintenant, moi, j'ai des solutions à 60 balles par mois. Je crois que je vais pas faire de pub, mais il y a d'autres SaaS qui ont des solutions à 400 € par an sur des SCI. Ah, c'est plus le même SaaS, là, c'est SaaS, non? Voilà, c'est ça. C'était là, SAS. Il y a 2 A. D'accord. Et du coup, par contre, même, on peut monter des SCI. Moi, je monte des SCI en une demi-heure. En une demi-heure, je monte une SCI. Sur légal quelque chose. Une SAS. Pareil, donc du coup maintenant c'est plus simple, donc on est obligé de faire ça. Mais la création du véhicule, elle est simple. Après la paperasse, CFE, taxe foncière, la mairie qui tombe dessus parce que ton truc est pas aux normes. Enfin, si tu veux, j'en passe. Ça reste un sujet hyper complexe. Mais pour revenir à ton message clé, c'est je vois pas 30 000 classes d'actifs où tu peux passer de 0 à 1 million, à part l'immobilier. Mais faut pas nier toutes les emmerdes, le stress et les traumatismes qu'on peut vivre en faisant de l'immobilier. Il faut pas nier le risque parce que si on est mal accompagné ou qu'on s'y prend comme un manche, on peut très vite se casser la gueule. Mais en revanche, je suis personnellement le témoin que beaucoup de millionnaires qui partaient de zéro le sont grâce à l'immobilier. Encore aujourd'hui. Et c'est surtout pendant les périodes où personne ne veut investir qu'il faut y aller. Là, il va y en avoir. Mais je suis carrément d'accord avec toi. Mais tu vois, faut pas non plus le diaboliser parce que en soi, c'est comme tu dis, c'est dur, il va y avoir des galères et tout. Mais moi, j'ai fait le million dans l'IMO et j'ai fait le million dans le business en ligne. Et je vois beaucoup de gens qui disent c'est plus facile de faire le million en business en ligne. Moi, je pense pas. Je l'ai fait plusieurs fois. Pour avoir un business en ligne qui te sort 1 million d'euros, c'est dur. Il va falloir que tu y sois à temps complet. Jamais de la vie, tu fais un side business en ligne à 1 million d'euros. Alors que l'IMO, tu peux devenir millionnaire en side. Moi, si ma vie en dépend. Même s'il y a beaucoup de galères, de machins, de trucs, effectivement, ça va te bouffer des soirées, ça va te bouffer des week-ends, ça va peut-être te bouffer des vacances, mais ça reste en side. Tu passes pas non plus 9 heures par jour. Un business en ligne pour attaquer le million, je l'ai fait, je travaillais 12 à 13 heures par jour. Si tu devais faire un truc qui crache 1 million par an net, là, à 5 ans, à titre perso, et j'ai fait Mastos qui était valo 155 millions, etc. À titre perso, je choisis la voie IMO. Je saurais le faire en IMO, j'aurais un peu de mal à le faire en business. En tout cas, de manière prédictible, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est l'IMO, t'as le côté plus. C'est une horloge suisse, c'est-à-dire que t'as un prix à l'achat, t'as un prix de marché, t'as un prix de revente, t'as un loyer. C'est une équation à résoudre, et puis t'attends de trouver le bien qui résout cette équation. Et tu mets le bon levier, et tu mets le bon niveau de risque face au niveau de TRI que tu vas espérer. Mais c'est une équation assez simple. Alors que le business, vraiment, ça peut. On a les lois en IMO, c'est la politique qui nous, les politiques qui nous font un peu chier. Dans le business en ligne, on a la même épée de Damoclès avec les GAFA. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des gros business en ligne à plus d'1 million, mais ils étaient tout le temps liés à des algorithmes, des plateformes, des réseaux sociaux. Les méchants algorithmes. Et du jour au lendemain, moi, j'avais un média qui faisait 1 million de visiteurs par jour. Changement d'algorithme Facebook, je passe de 5 000 € par jour de chiffre d'affaires à 300 balles. Je suis passé d'1 million de visiteurs jour à 30 000. J'ai dû licencier 8 personnes. Donc, dans le business en ligne, il y a aussi le même coup près. En fait, il n'y a pas vraiment de business où on n'est pas... Il n'y a pas un méchant loup qui peut venir te taper dessus, quoi. Il y a tout le temps un risque. Il y a un truc que j'ai retenu de l'époque où je faisais du trading à Londres chez HSBC, c'est que le niveau de profit
revenu que tu vas chercher, il est strictement corrélé au niveau de risque que tu dois être prêt à prendre. Quand j'ai créé Mastéos, je suis allé chercher la Lune. Je me suis fait éclater à la liquidation, mais je le sais que c'est un risque qui se matérialise, qui est proportionnel au profit que je suis allé chercher quand j'ai créé cette boîte. Donc en fait, si tu veux devenir millionnaire en immobilier, 1 million d'euros, c'est 1 million de problèmes à mettre en face. Et juste garder en tête que, à part pour les fraudes type Madoff, le niveau de rendement, le niveau de TRI, il est proportionnel au niveau de risque ou d'énergie, ça peut se matérialiser de plein de manières, que tu mets en face. Mais c'est une loi. Ouais, c'est clair. Moi, je dis tout le temps sur LinkedIn, je fais tout le temps risque égale argent, les gars. Voilà. Tu veux plus d'argent, les risques, c'est la même chose. Voilà, c'est la même. Tu peux dire que c'est du temps aussi, tu peux dire que c'est de l'énergie, mais en tout cas, c'est corrélé. C'est cool. Je crois qu'on est pas mal. On a fait le tour de plein de sujets, sauf si tu en as encore un. Mais on a la réponse ou pas pour devenir millionnaire facilement avec l'IMO? La réponse, c'est que c'est possible et qu'on rencontre tous les jours, nous, des gens en off qui sont pas devenus influenceurs parce qu'ils étaient millionnaires, contrairement à moi. Donc toi, tu penses que c'est via la micro-promotion et moi, je pense que c'est via le micro-logement moyenne durée. Non, je dis pas que c'est la seule solution. Mais c'est des pistes. Mais ça fait partie de pistes. Je dis surtout, moi, qu'il faut être niché, spécialisé, local. Et très local. Donc, je suis hyper aligné avec ce que tu fais. On devient un expert. Moi, je fais des posts souvent LinkedIn où je dis, je suis une merde en IMO, mais par contre, je suis un boss dans les Yvelines, dans mon rayon d'action. Et donc là-dessus, je suis carrément d'accord. On n'investit pas à 300 km parce que j'ai vu, pareil, en investissement locatif, tout le monde se planter avec ça. On investit proche de chez soi. On se fait identifier auprès des agents IMO, des marchands de biens, des notaires sur une niche qu'on travaille et on devient expert de sa niche, très très bon et on se disperse pas. Mais comme quand on monte une start-up, focus et on arrête de dire qu'on fait tout et qu'on fait rien. On reste focus sur un truc, on le fait bien et puis ça se passe, quoi. Donc c'est pour ça que souvent au téléphone, des fois, quand je fais des coachings, j'ai mis 3 coachings d'1 heure pour que la personne à la fin, elle me dise ok, je vais me concentrer sur un IDR ou un studio. Ah ok, c'est bon, on y est. Parce que en fait, si t'as pas de stratégie, tu peux pas faire de l'argent. Et comment tu fais quand t'es tada comme toi, trouble de l'attention? C'est compliqué. C'est très compliqué. On est tous les deux tada. C'est une bataille. Ouais, c'est une bataille de tous les jours. Ouais, c'est une bataille de tous les jours de rester focus. Encore plus que quand je crée du contenu sur LinkedIn, parce que tous les jours, j'ai des personnes qui viennent de me proposer des associations, des business, des partenariats toute la journée. Et du coup, tu te dis, oh là, j'ai 12 opportunités, il faut que je me concentre sur ce que je faisais. Et moi, je dis, les gars, et en fait, tout le monde me regarde en mode, mais c'est mieux que tes maisons. Toi, tu fais juste des constructions de maison, c'est vite fait. Non, les gars, je fais des panneaux solaires dans le métaverse. Ouais, non, je leur dis, les gars, moi, mon truc, c'est un boring business. Ça vous fait pas rêver, je le sais, mais un boring business très bien exécuté, ça fait beaucoup d'argent. Donc, non, je balaye un peu, mais je monte quand même là une startup dans la réno énergétique où je suis minoritaire et donc je peux avoir tendance des fois à te contredire. Mais c'est le propre des Tada. S'il y a des Tada qui nous écoutent, rejoignez-nous, Team Tada ou ADHD en anglais. On est hyper actifs. Parce que c'est vrai qu'on a utilisé l'expression TADA depuis tout à l'heure, mais c'est trouble de l'attention. On est un peu hyperactif. Avec hyperactivité, on a du mal à se concentrer et à conclure des podcasts. C'est ça. Mais dur, hein. Du coup, c'est une bonne fin. Merci à vous de nous avoir suivis, puis à la prochaine. Ciao.